Bonjour et merci de votre fidélité à notre antenne. Émergence de ce jour va aborder un thème, l'intermédiation et promotion du financement des PME. Un invité en plateau pour mieux creuser le sujet, son nom, Blaise Arwantiede. Il est bien sûr le PDG, président directeur général de Afrique Créance Holding. Avec lui, nous allons devoir essayer de parcourir tous les thèmes dans tout son ensemble et tout cela pendant 40 minutes. Bienvenue chez nous. Monsieur Arwantiede, bonjour et merci d'honorer notre plateau. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de me faire cet honneur pour la première fois d'être dans votre plateau. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous féliciter pour cette initiative africaine et vous souhaiter vraiment plein succès. Parfait. Blaise Arwantiede a suivi la Coupe du Monde sur New World. Oui, ça, je suis un vrai amateur de football. S'il y a quelque chose que je ne... Parce qu'on me l'a soufflé, je voudrais savoir si vous avez... J'ai été un joueur professionnel. Oui. J'ai été même licencié dans l'équipe de défense en France. Ok. Et donc, j'ai joué pendant longtemps. Donc, je suis un passionné. S'il y a quelque chose que je ne rate pas, c'est la Coupe du Monde. Et j'ai eu le plaisir cette année de suivre, grâce à votre antenne, l'année dernière, antennes de New World TV. New World TV, qui est une belle chaîne qu'on encourage parce que c'est une initiative africaine. Il faut des champions dans chaque domaine et je pense que New World TV a des chances de devenir un champion des médias en Afrique et c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour cette belle chaîne. Parfait. Ouais. Alors, justement, qui est Blaise Arwantiede? Une bonne question. Bon, je suis un homme un peu public parce que j'ai eu la chance de diriger pour le compte de la Banque centrale un projet qui est connu, qu'on appelle le GMIOMOA. Oui. J'ai été le patron de cette institution pendant près de 17 ans. Que j'ai conduit de 2003 jusqu'en 2019. Et à l'issue de cela, j'ai décidé de faire une pause pour réfléchir un peu sur les problématiques qui interpellent le pays. Donc, notamment toutes ces problématiques de financement, les problématiques d'intermédiation. Et les partenaires m'ont fait l'amitié de conduire ce chantier d'Afrique Créance dont je vais vous parler en détail. En détail dans les minutes qui vont suivre. Oui. Parfait. Après avoir passé plus de 16 ans ou 17 ans aux commandes du groupement interbancaire monétique de l'UMOA, vous êtes aujourd'hui le promoteur, pour ne pas dire le président directeur général de Afrique Créance Holding, une institution financière régionale basée bien sûr à Lomé, la capitale togolaise. Absolument. Alors pourquoi une telle initiative et quelle est bien sûr la particularité bien sûr de ça? Vous savez, on constate en fait, si vous voulez, dans notre environnement qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans l'industrie bancaire et financière. Donc vous avez les banques, vous avez les établissements financiers, les structures de microfinance. Et cette initiative est venue après le constat que malgré l'existence de ces acteurs, la question de financement des PME, la question de bancarisation, d'inclusion financière se pose. Donc, un acteur comme Afrique Créance a dit, écoutez, nous allons promouvoir une nouvelle offre d'intermédiation pour essayer d'accompagner en fait les acteurs existants, notamment les banques, pour prolonger le service vers les consommateurs, avec un positionnement qui nous permet justement de pouvoir recruter le maximum de clients et de faire en sorte pour que les clients puissent bénéficier au point de service Afrique Créance d'une offre compétitive et leur permettant justement d'accéder au financement ou de pouvoir utiliser les services financiers au niveau du point de service. Donc c'est comme ça que l'idée est venue et c'est une première en Afrique puisque on n'a pas d'institution qui essaye de manière, centrale, de réunir tous les acteurs et proposer en fait l'élargissement de leur offre de services. Donc, nous allons être premiers et c'est grâce à la technologie que nous comptons vraiment nous lancer dans cela. Et je vous en parlerai dans les détails quand nous allons regarder ce que Afrique Créance propose réellement. Parfait. Vous lancez les activités de votre filiale Togo, la première de la sous-région, début mai, c'est bien ça? Bien ça, le 2 mai, exactement à 16h. Nous allons lancer la première filiale pour montrer aux yeux de notre cible, c'est-à-dire que les cibles consommateurs des produits Afrique Créance, notre positionnement,
pour qu'il n'y ait pas de confusion entre Afrique-Créance et les banques, parce que nous sommes les banques sont partenaires d'Afrique-Créance. Donc, tout ce que nous faisons, c'est en partenariat avec les banques, en partenariat avec les structures de microfinance et les établissements financiers. Et notre rôle, c'est de prolonger l'offre de services. Donc, lors de l'ouverture de cette filiale, disons, à laquelle d'ailleurs nous vous invitons, nous allons présenter un peu le positionnement d'Afrique-Créance et ce que nous offrons pour les consommateurs. Alors, justement, Afrique-Créance, c'est aussi le sponsor officiel du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation en abrégé, FONI, qui a eu lieu en début mai à Lomé. D'abord, pourquoi ce vocable FONI? Bon, le FONI, ça c'est un nom qui se prononce facilement déjà, donc ça il faut le savoir. Oui. Et ce vocable est le sigle, si vous voulez, de forum, Oui. de l'intermédiation, du numérique, de l'innovation. Et c'est pour ça que nous avions décidé, en fait, si vous voulez, de choisir ce nom tout bêtement. Mais on s'est rendu compte que ça sonne bien. Ça sonne très bien. Et aujourd'hui, tout le monde parle de FONI. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le FONI n'est pas venu comme ça, c'est le fruit aussi des réflexions. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé, oui, interconnecté. Et il y a des innovations tout le temps au plan occidental. Et de ce point de vue, il fallait un cadre de partage de connaissances. Donc le FONI vient justement combler un vide où nous allons réunir les régulateurs, les banques, les spécialistes de l'innovation. Et quand je parle de l'innovation, ce n'est pas que technologique, il y a l'innovation financière. Ah oui? Oui, bien sûr, puisque aujourd'hui, quand on parle de la titrisation... Vous n'en parlez pas très souvent. Non, je n'en parle pas souvent, mais oui, c'est pour ça que j'ai bien aimé le thème que vous avez choisi pour cette émission. Ah oui? L'intermédiation et promotion du financement des PME. Oui, et l'intermédiation et promotion des PME, dans le cadre de l'intermédiation, typiquement, par exemple, nous allons parler des innovations financières, par exemple. Les innovations financières, parce que quand demain nous faisons des recouvrements des créances, nous pourrions justement faire la promotion de la titrisation, qui est un instrument de financement. Donc, sous le vocable innovation, il faut voir à la fois l'innovation financière, mais également l'innovation technologique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans la technologie. Et tout ce que nous mettons en place au niveau d'Afrique-Créance est basé sur une plateforme qui permet de mutualiser en fait les investissements. C'est d'ailleurs pour ça que quand on a décidé de mettre le siège régional à Dessin à Lomé, qui est une place aujourd'hui, qui est un hub, qui est une plateforme financière, disons sous-régionale, avec des atouts qui sont extrêmement importants. Vous avez un hub aérien, vous avez une concentration de toutes les institutions financières les plus importantes qui sont à Lomé. Et donc, c'est le lieu vraiment de remercier le chef de l'État pour nous avoir permis justement d'installer... Ah oui? Oui, bien sûr, monsieur le Président de la République, parce que des projets comme ça, il faut aussi consulter les autorités pour voir leur appétit par rapport à un tel projet. Pour avoir leur bénédiction. Leur bénédiction, leur onction, comme on dit, par rapport à tel projet. Et donc, je profite de votre antenne pour vraiment porter à l'attention vraiment des populations que toute ma gratitude à l'intention du président de la République et de son gouvernement qui soutient en fait ce projet-là. Donc, Lomé a été choisi compte tenu vraiment de son attractivité. Donc, c'est pour ça que nous mettons le siège de Afrique-Créance ici. Parfait. On va parler de la première édition. Qu'allons-nous retenir concrètement quand on sait que c'est la seconde qui se tient en mai, qui arrive? Oui, à grands pas d'ailleurs. Oui. À grands pas, on va commencer le 2 mai, on finira le 5. La première édition a permis, si vous voulez, de montrer l'intérêt de se réunir. Donc ça a été un succès, nous-mêmes inattendu, avec une participation assez forte venant de partout. Vous avez vu des autorités comme le président de l'autorité des marchés financiers qui est là, la Banque centrale qui était là. Donc, et les gens sont venus partager leur expérience. Et puis également tout ce qui est en train de faire. Parce que vous savez, d'être fait, et que finalement on ne le perçoit pas. Donc c'était vraiment un cadre d'échange où nous avions discuté des problématiques de financement, on a discuté de l'intermédiation sous toutes ses formes, on a parlé aussi d'innovation. Et tout le temps, pendant les forums les forats d'Afrique-Créance, le FONI, on parlera toujours de ces questions-là. Parce que quand vous regardez le monde, il y a toujours la technologie, il y a les innovations. Il y a le financement. Et donc Afrique-Créance va saisir cette opportunité d'offrir un cadre où les régulateurs seront là, les consommateurs seront là et les gens vont présenter ces innovations
l'innovation, les évolutions qui se passent au plan réglementaire, et les acteurs vont poser des questions qui permettent justement de comprendre les enjeux. C'est ça un peu cette plateforme que nous proposons. Que vous proposez, bien sûr, aux gens autres. Vous aviez annoncé l'année dernière la mise en place prochaine du premier guichet unique régional, les fonds d'impulsion aux PME et PMI. GURFI, c'est bien ça, hein? Bien sûr, de la sous-région. Peut-on en savoir beaucoup plus? En fait, si vous voulez, avant de vous expliquer en fait le GURFI, je voudrais que vous compreniez vraiment le positionnement d'Afrique Créance. Parce qu'il y a un lien entre le GURFI et l'activité proposée par Afrique Créance. Afrique Créance a 3 pôles d'activité. Le premier pôle d'activité, c'est ce que nous appelons le service de représentation d'enseigne. C'est-à-dire que nous offrons en fait la possibilité à un point de service de pouvoir faire des opérations auprès de plusieurs banques. Oui. Donc si vous voulez, c'est une plateforme de service qui se considère comme un hub où on peut faire des transactions sur plusieurs comptes. C'est une plateforme multi-institution. Le deuxième pôle d'activité, c'est l'intermédiation pour l'accès au financement. C'est-à-dire que c'est le courtage en crédit. Le courtage en crédit. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas chose aisée pour les PME, PMI. J'ai fait le parcours du combattant. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis. On a souvent entendu le nom Blaise Arwantier. Mais je dis, monsieur, est-ce que je l'aurai sur mon plateau? Je me suis posé mille et une questions, mais Dieu faisant. Mon cher ami et collègue Neftali Lady m'a dit, mais c'est bien possible. Ouais, ce point-là est important parce qu'aujourd'hui, les PME ont tellement fait et ça ne marche pas, le financement, le courtage, tout ça. On se demande, c'est réservé à une classe donnée. C'est un vrai enjeu de développement. J'ai eu la chance de diriger le GIM pendant 17 ans et d'avoir parcouru les 8 pays de l'UEMOA et de rencontrer tout type d'acteurs, que ce soit les agents économiques, les consommateurs, parce que vous savez, quand j'étais à la tête du GIM, il fallait comprendre les habitudes de consommation. Et c'est là où j'ai eu l'idée de dire, il y a un maillon qui manque. Parce que tout le monde parle de financement des PME. Il n'y a pas d'indicateur. Mais quand vous rencontrez, par exemple, les porteurs de projets, c'est toujours la même chose. Ils ont peur de la banque. Avec les mêmes difficultés. Les mêmes difficultés. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que ça renforce l'informel. Voilà. Et comment on règle la question de l'informel? Donc, en faisant une analyse à froid, on a compris que pour régler ce problème, il faut arriver à enlever la peur. La peur de l'accès aux banques. Et pour enlever la peur de l'accès aux banques, c'est la solution que Afrique Créance propose. Puisque nous, n'étant pas une banque, et nous sommes qu'un intermédiaire, les gens sont plus enclins à venir vers nous pour expliquer. Et donc, nous allons les accompagner. Et vous avez raison de souligner que ça me tient moi personnellement, puisque j'ai fait l'exercice moi-même pour aller chercher du financement, le parcours du combattant pour comprendre comment ça se passe. Et j'ai dit aujourd'hui, ça, il faut qu'on l'adresse. Et pour l'adresser, Afrique Créance a la solution. Et la solution, c'est de dire, nous allons mettre en place une plateforme et où les porteurs de projets vont venir voir Afrique Créance et leur parler de leur projet. Et vraiment, à partir de maintenant, j'invite la plupart des porteurs de projets à ne pas hésiter à faire appel à tout projet. Bancable. Nous, on va rendre bancable. Vous allez rendre bancable. Oui, nous c'est notre rôle. Dynamique qui est là, qui va essayer d'étudier, de tout faire. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que vous avez des étudiants qui sortent, qui sont brillants d'ailleurs, qui sortent des universités. Donc, il va falloir qu'on travaille. On va les amener, on va mettre en place une plateforme de formation pour le renforcement des capacités. Oui. Et nous, quand on prend une idée ou un projet, on va rendre ça bancable. Voilà le thème, vous l'avez bien trouvé. On rend ça bancable. Et on le fait, et on regarde avec nos partenaires bancaires quelles sont les règles de financement qu'ils ont. En fonction des règles de financement, on va faire, disons, le choix des banques vers lesquelles nous pouvons envoyer le projet pour s'assurer qu'il peut être financé. Et petit à petit, comme ça, je pense que les gens auront envie vraiment d'aller vers la banque et de ne pas avoir peur avec la banque. Et je pense que nous allons travailler avec le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'inclusion financière. D'ailleurs, le président a eu une idée géniale de créer ce ministère, ce département, le ministère de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel. Oui. Donc, il faut qu'on travaille avec ces
militaire pour que l'offre d'intermédiation de l'accès au crédit soit une offre banalisée. Et nous allons nous doter en fait notre projet d'une plateforme qui permet d'y arriver. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais l'idée c'est de faire en sorte pour qu'on finance mieux les porteurs de projets, les très petites entreprises, les PME, et que derrière on n'ait plus peur d'aller à la banque. Et plus on va à la banque, plus la banque va jouer son rôle, plus l'économie se portera mieux et l'État est gagnant. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des banques qui accompagnent dans ce genre de projet-là? Oui. Parce que le problème aujourd'hui, on a comme l'impression que les banques sont tournées vers autre secteur, carrément on se dit, est-ce que ça va porter si on finance? En ayant un fibre de banquier, oui. À leur décharge, je discutais tout à l'heure avec un de vos collègues journalistes qui me parlait de BAL 2, BAL 3, tout ça. Parce qu'une banque, une banque doit respecter un certain nombre de dispositions, d'exigences, comme on dit, réglementaires, et qui l'amènent parfois à faire des choix en matière d'activité. Et vous avez raison de le souligner, et les banques parfois peuvent, parce qu'ils veulent garantir la rentabilité de leur institution. Donc, de ce point de vue, vous voyez aujourd'hui, se ruent sur les obligations, vous voyez, les bons du trésor, des choses comme ça. Mais l'économie réelle, il faut la financer. On ne peut pas laisser l'économie réelle de côté et derrière se ruer que sur les instruments qui sont véritablement des instruments, disons, plus porteurs. Et ça ne règle pas le problème. Mais pour avoir fait un peu le tour et rencontrer mes amis directeurs généraux, je sens, disons, une évolution. Et vous voyez même déjà des départements en charge des PME. Oui. Mais vous savez, la banque ne peut pas tout faire. Donc il faut un acteur comme Afrique Créance qui vient et qui aide justement ces porteurs à préparer les dossiers et les amener à la banque. C'est une sorte de préétude. Et qui fait que l'accès au financement va être plus simple. Donc la banque aura très peu de temps à étudier et derrière à accompagner. Moi, je veux vraiment que, à partir du moment où nous commençons à se développer, il faut que le message que les porteurs de projets doivent savoir, c'est que normalement, une idée ne doit pas être une idée doit être portée, doit être accompagnée. Quitte même c'est l'avantage d'Afrique Créance. Parce que quand vous allez demander un financement auprès d'une banque, vous lui amenez un projet, il peut vous dire non, je ne peux pas financer. Mais chez nous, Afrique Créance, tout projet, on doit faire en sorte pour que ce projet soit finançable. Donc même si l'idée, il faut l'ajuster, il faut l'améliorer pour que le projet soit là, on va le faire pour que la personne... Parce qu'on a des champions dans nous. Il y a des gens qui ont des petites idées. Moi, je vois des opérateurs économiques, mais ils n'ont même pas fait l'étude, mais des études comme nous. Mais ils ont des idées, ils sont capables vraiment de les développer. Il faut qu'on contribue à les aider pour qu'ils puissent accéder au financement. Parfait. Merci bien sûr pour ces précisions. Revenons-en à l'événement de cette année, le FONI 2023. De quoi s'agit-il concrètement et quelle est sa raison d'être encore cette année à Lomé au Togo? Du 2 au 5 mai, c'est bien ça? Oui, du 2 au 5 mai. Donc, le 2, nous avons prévu une formation sur les questions d'innovation open banking. Le 3, on a un café numérique où on va inviter quelques fintech pour présenter les innovations qui permettent d'améliorer l'industrie bancaire et financière. Donc, j'invite vraiment les acteurs bancaires, les microfinances, tout ça, à suivre, et même les porteurs de projets à venir suivre ce café numérique. Et puis, le 4-5 mai, on a le forum à proprement parler, avec le 4 mai, l'ouverture officielle au 2 février, avec les autorités. En tout cas, on encourage beaucoup les gens à venir participer. Maintenant, cette année, véritablement, nous allons mettre l'accent sur les questions de régulation et innovation. Régulation et innovation. Ça, c'est un des premiers thèmes sur lesquels nous travaillons. Pourquoi régulation et innovation? Parce que aujourd'hui, vous voyez, la Banque centrale met en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner, en fait, si vous voulez, les acteurs de l'industrie bancaire. Vous avez l'autorité des marchés financiers qui aussi met en place un certain nombre d'exigences pour accompagner tous ceux qui interviennent sur le marché régional. Mais vous avez les régulateurs télécoms qui sont aussi là et qui aussi édictent leurs règles. Mais tout ça, aujourd'hui, vous avez vu, avec le téléphone portable pour faire des transactions. Mais à un moment donné, mettons les gens ensemble pour que les gens dialoguent. Parce que vous avez les téléphones qui aujourd'hui est un instrument qui sert de portefeuille électronique, T-Money, Mobile, Move Money, des trucs, Rich Money. Et demain, ce même téléphone sert à faire du call. Donc, il faut les mettre ensemble pour des raisons de gestion du risque, gestion de la sécurité. Donc, on a prévu un deuxième panel sur tout ce qui est intermédiaire
intermédiation et gestion du risque. Et le troisième panel, ça va être la technologie et inclusion financière. Et c'est très important pour nous parce que comment la technologie peut aider à assurer l'inclusion financière. Et le dernier panel va parler des problématiques de sécurisation, de gestion des données à caractère personnel, parce que vous avez des données qu'il faut gérer. Donc comment on fait pour... L'idée vraiment, ce forum, on doit encourager. Parce que je dis, il faut que les Africains apprennent à travailler ensemble. Nous avons l'audace de prendre des initiatives avec tous les risques que cela comporte, mais on attend à ce que les gens nous accompagnent pour que ce soit une vraie plateforme. Davos ne s'est pas fait un jour. FONI demain peut devenir le Davos de l'Afrique. En tout cas, c'est l'ambition qu'on se donne. Ah oui, Ah oui, c'est le Davos de l'Afrique. Oui, demain le FONI doit être le Davos de l'Afrique. Il doit être une plateforme où les gouvernants doivent venir discuter. Mais les questions africaines, parce qu'on subit les technologies, on subit les innovations, mais est-ce que ces innovations sont adaptées à notre marché? Donc on a une plateforme qui nous permet justement, comme FONI, et pour le faire. Donc on commence modestement, mais au fil de l'eau, les gens vont comprendre l'enjeu, et j'espère que les chefs d'État et les ministres de l'économie et des finances et les autres ministères vont s'intéresser vraiment au FONI pour en faire un véritable levier, si vous voulez, de réflexion, d'analyse d'échange, pour que les conclusions issues de cela puissent servir à alimenter les réflexions en cours au niveau des États ou au niveau des structures de régulation, etc. Voilà. Parfait. Que visez-vous concrètement pour cette deuxième rencontre-là à Lomé? Oui, à Lomé. On y sera, hein? Nous qui sommes là petits, on va vous accompagner, vous les grands. On sera de la partie. Je l'espère. Une belle télévision comme New TV doit être la première télévision devant pour accompagner cette innovation. J'ai dit, personne ne viendra construire l'Afrique à notre place, cher monsieur le journaliste. Il n'y a que les Africains qui peuvent construire l'Afrique. Moi, je regarde comment tout le monde consomme en France 24. Moi, je dis les choses telles que je pense. Demain, le réflexe doit être de consommer New TV. New TV, hein. Et donc, si vous venez dans tous les hôtels, dans tous les petits coins, le réflexe doit être ça. Il faut capter. Les dirigeants, tout le monde, c'est quand je me lève, je dois capter New TV. Parce que ça, c'est notre chaîne à nous. Et nous devons travailler à encourager cela. Et pour le faire, il faut vous faire connaître. Moi, j'offre à travers le FONI une plateforme. À vous de nous accompagner, d'être présents pour que tout le monde connaisse New TV. Donc, j'espère que vous serez là. Ce qu'on attend principalement de cette deuxième édition, c'est de continuer à renforcer le cadre d'échange que nous avons justement sur le FONI. Et ce cadre d'échange est très simple. C'est que je souhaite véritablement qu'à l'issue de ça, les thématiques que nous avions proposées, que derrière, qu'il y ait des recommandations qui permettent justement à l'ensemble des acteurs de s'en saisir pour soit alimenter les réflexions qui sont en cours et aux consommateurs de comprendre qu'est-ce qui se fait dans l'état de l'art en termes d'intermédiation, en termes d'innovation. On entend parler, mais on ne maîtrise pas vraiment le fond. Non, je sais que c'est parce que les sujets sont complexes qu'il faut avoir une plateforme. Avec les journalistes, je dis souvent que dans nos pays, ce qui manque, c'est les journalistes spécialisés. Et les journalistes spécialisés doivent être capables de maîtriser leur domaine, dans le domaine de l'économie, dans le domaine financier, dans le domaine de l'agriculture. Il faut avoir des journalistes spécialisés. Et nous sommes dans le domaine de la finance. De la finance. De la finance et de la finance internationale. Nous offrons un cadre où des gens vont venir des autres pays pour venir partager leur expérience. On attend près de 30 pays et différents acteurs viendront. Et donc, c'est le lieu pour les journalistes aussi d'écouter et de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et chacun va venir partager son expérience et pouvoir faire des articles que vous allez partager avec les autorités, les acteurs pour dire, mais tiens, on a entendu que ceci se fait ailleurs. Et pendant 2 jours, ensemble, nous allons le faire au travers du FONI 2023, que j'espère, avec tout le succès, comme on a eu au niveau de la première édition. Parfait. Après, à part ces journalistes et autres personnes, qui sont vos invités, les personnes attendues, bien sûr, à cette rencontre de Lomé? Bon, donc, tout naturellement, toutes les autorités sont invitées. Donc, ce forum, on souhaite vraiment que ce soit sous l'autorité du chef de l'État et du gouvernement, qu'on ait un accompagnement du gouvernement. C'est notre souhait le plus cher. Et je pense que on a la chance d'avoir un président de la République qui a une vision, un leadership au plan africain, donc qui accompagne la plupart des projets. Je pense que ça va être une occasion également de réaffirmer en fait cette vision du chef de l'État. Et
et de tous ces homologues de la zone, parce qu'aujourd'hui, on raisonne intégration. On raisonne intégration déjà à l'échelle de l'UEMOA, mais intégration à l'échelle de la CEDEAO et l'intégration à l'échelle de l'Union africaine via la ZLK, la zone de libre-échange continentale. Donc, on a beaucoup d'acteurs qui viennent d'horizons différents, du monde de la finance, du monde de la banque, du monde des technologies, mais on a également ce que j'appelle les consommateurs. Et quand je dis consommateurs, c'est ceux qui, dans la rue, qui ont un timonier, un petit bureau, et même un porteur de projet qui a envie de savoir c'est quoi l'intermédiation, comment je peux tirer profit. Un journaliste qui a envie de monter sa chaîne et qui n'a pas les moyens, ou bien un site internet, qui doit venir pour comprendre comment je peux bénéficier d'un financement. Donc, c'est tous ces gens-là qu'on attend au niveau du FONI 2023. Parfait. Vous avez choisi Lomé pour cette deuxième édition, c'est bien. Mais à terme, qu'est-ce que nous gagnons? Oui, déjà en termes de visibilité, parce que je suis ici, même si je me sens togolais, j'adore ce pays, vraiment, je suis du pays d'à côté, mais je suis togolais. Un voisin de l'autre côté, on a un cousin qui vit ici. Pour moi, j'ai dit souvent à mes amis qu'il n'y a pas de différence entre un Togolais et un Béninois. Et ça, c'est évident, il suffit de fermer les yeux et de regarder le climat, l'environnement, les cultures, nous sommes les mêmes. Donc, déjà, la visibilité au plan international. Bon, la deuxième chose, c'est que c'est le partage de connaissances. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le FONI, posons-nous la question, s'il n'y avait pas le FONI, bon, les gens vont aller chercher l'information sans comprendre. Mais aujourd'hui, Lomé va être une place qui va être connue. D'ailleurs, je pense que la première édition qu'on a faite a donné des idées à des partenaires qui ont fait d'autres événements ici, qui ont montré que Togo, on peut venir facilement parce que c'est un hub aérien. Des États-Unis, de France, de Dubaï, tu peux venir facilement au Togo. Et on a Askai qui fait toute l'Afrique. C'est quand même, il faut saluer ces efforts qui ont été faits par le gouvernement et avec le chef de l'État. Donc aujourd'hui, le pays en tire profit, directement ou indirectement, en termes de visibilité. Et puis après, c'est du réseautage aussi. Quand les gens viennent, on échange des cartes de visite, des gens ont trouvé du job à travers ces genres de forums. Donc, tout est bénéfique pour les Togolais. Donc, je pense, et les Africains de manière générale. Ah oui. Les Africains de manière générale. Ah oui. D'importantes innovations sont enregistrées aujourd'hui en matière, bien sûr, de paiement, en cryptologie. Oui. Un mot un peu spécial pour ceux qui ne s'y connaissent pas, nous, comme ça, parce que j'ai mis du temps, hein. J'ai fouillé un peu, j'ai dû appeler certaines personnes pour avoir le cœur. Et sûrement que vous en parlez lors de votre forum. D'abord, quand on parle cryptologie. Qu'est-ce qu'on entend par cryptologie? D'ailleurs, je pense que vous avez bien fouillé, effectivement, parce qu'il y a plusieurs aspects qui tourne autour du mot cryptologie. Bon, cryptologie, ça vient du mot grec, c'est la science du secret. Donc ça, tout le monde connaît. Mais quand on parle de secret, revenons dans notre jargon. Vous savez, le monde de l'industrie bancaire est basé sur la confiance. C'est ça, la confiance. Parce qu'une banque, vous allez lui confier vos avoirs. Il va vous donner des moyens de paiement pour accéder à vos avoirs. Soit vous allez au guichet, vous allez retirer votre argent, soit il va vous donner des moyens de paiement ou vous allez mettre ça dans un guichet, dans un distributeur de billets pour aller retirer de l'argent. Mais tout ça se fait de manière cryptée. Vous ne les voyez pas, mais ça se fait de manière sécurisée pour éviter les risques de cyberattaque qu'on connaît. Voilà. Donc, maîtriser la cryptologie permet d'anticiper, et ça on va en parler lors du FONI, permet d'anticiper sur les risques de cyberattaque, parce que comment on gère les questions de sécurité des transactions, tout ça est traité par la cryptologie, c'est le secret. Ah oui? Oui. Et aujourd'hui, les gens ont peur des questions de crypto-monnaie, de blockchain, de monnaie digitale. On a vu ce que ça a créé dans la sous-région, que ce soit au Togo également. Mais ce que je veux vous dire, on ne peut pas arrêter l'évolution. Ah oui, c'est très profond ce que vous avez dit. On ne peut pas arrêter l'évolution et retenir ça ce jour, qu'on peut accompagner. Quels que soient tous les pays réunis, ne peuvent pas arrêter l'évolution. Cadré. Oui. Donc, pour moi, je pense que la meilleure attitude, la meilleure approche, c'est de faire le constat. Parce que vous savez, la nature aurait du vide. Posons-nous la question pourquoi c'est apparu. C'est pour ça qu'il y a une opportunité. Il y a un vide qui est créé. Il y a un vide qui est là. Il faut combler ce vide-là. Donc, moi, j'invite vraiment sur ces questions, personnellement, que les autorités créent un cadre de réflexion pour accompagner.
ces initiatives et les encadrer au mieux dans l'intérêt des consommateurs. Sinon, ils vont rester dans l'informel. C'est ça le problème. Ils vont rester dans l'informel. Donc, de ce point de vue, Fonib, par exemple, va être une plateforme où un jour, on peut parler de ces questions. Mais il ne faut pas qu'on ait peur de parler des sujets qui fâchent. Il faut qu'on puisse avoir le courage de discuter des sujets qui titillent et que derrière des sachants éclairent les gens pour dire, bon, ça, on ne peut pas l'éviter. Donc, on parlera de cryptologie, on parlera de beaucoup de choses, on parlera de la blockchain, on parlera de l'intelligence artificielle, on parlera de beaucoup de choses. Même s'il faut les survoler, mais on donnera des use cases, des cas d'usage qui nous permettent de comprendre que ces questions-là, on n'a pas trop le choix. Quels sont alors les incidences, bien sûr, de ces nouvelles technologies dans le secteur aujourd'hui? Les incidences sont... Bon, moi, je le vois simplement de deux ordres, pour rester macro. D'abord, aujourd'hui, c'est démontré que l'avènement des technologies, et ça, ce n'est pas la ministre de l'économie et du numérique qui va me démentir, l'avènement des technologies contribue indiscutablement à l'accroissement, si vous voulez, à la croissance et des entreprises et même du PIB. Ah oui. Du PIB. Et dans tous les pays, mais quand on voit les pays développés, tout est basé sur la technologie. Quand vous venez, vous êtes identifié, quand vous rentrez, on sait où vous êtes, quand vous achetez, on sait où vous êtes. Donc, ils sont en avance sur nous. Aujourd'hui, il faut que l'Afrique se saisisse des technologies. Donc, contribution à la croissance. Deux, qui dit croissance dit productivité. Mais deux, ça permet également aussi d'assainir vraiment l'ensemble comment je dirais-je, d'assainir l'architecture des systèmes que nous mettons en place. Oui. Donc la technologie joue vraiment un rôle dual qu'il faut, me semble-t-il, prendre. Et tous les pays qui se saisissent de la technologie sont des pays qui ont fait des bons importants. Il y a le Rwanda, il y a beaucoup de pays, il y a le Togo aussi, le Bénin. Aujourd'hui, moi, je vois, pour avoir participé modestement au début, je vois aujourd'hui l'administration intelligente est très développée au Bénin. Donc ça aussi, il faut le souligner. Comme ça se fait aussi dans d'autres pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria, qui est un pays très avancé en matière justement de technologie. Ça bouge beaucoup, et ça bouge beaucoup au Nigeria aussi. D'où il faut faire de l'intégration, partager les expériences et pour que chacun puisse tirer profit et que les pays qui sont un peu en retard puissent faire un saut qualitatif aussi, c'est ça. Je vais vous donner un exemple. Au Nigeria, il y a quelques semaines, la Banque centrale a sorti, par exemple, une directive sur tout ce qui est open banking. Bon, on parle de open banking depuis longtemps en France qu'on appelle la directive DSP2. Mais ça, aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement important. Parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui viennent, qui sont les fintechs, et qui doivent véritablement avoir accès, disons, à l'information pour pouvoir construire leur stratégie. Et donc, c'est un peu le fondement, si vous voulez, de l'open banking. Et le Nigeria vient de le faire. Donc, les autres pays doivent leur embouter. Et ça, c'est les banques centrales qui doivent s'en occuper. Ah oui, une avancée notable, bien sûr, quand on sait également qu'en Afrique, nous avons plusieurs zones monétiques, vous êtes d'accord avec moi. Jusqu'à quand, selon vous, une réelle intégration de ces paiements monétiques et numériques? On a plusieurs zones. Je m'attendais, un journaliste curieux comme vous, je m'attendais à cette question. Bon, étant effectivement patron, ayant été patron du GMI, moi, je m'attendais à cette question. Souvent, les journalistes me posent cette question. Oui. Vous savez, cette question, on ne va pas l'éviter. Ça, c'est clair. Ça peut traîner, mais on va y arriver. Pourquoi? Je fais partie des écoles, on parle d'intégration. D'abord, il y a l'intégration des peuples. Les peuples sont intégrés, il ne faut pas se leurrer. Les peuples sont déjà intégrés, culturellement. Maintenant, on parle de libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. Oui. Donc, les capitaux, c'est quoi? C'est l'argent qui circule. On a la chance d'avoir une zone monétaire CFA dans les 8 pays. On espère un jour d'avoir la monnaie de la CEDEAO. Et pourquoi pas une monnaie africaine demain? Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place, aujourd'hui, avec les technologies, on ne va pas faire comme il y a 50 ans quand même, à fabriquer des billets. Mais on a la technologie qui est là. Il faut aller vers la monnaie digitale, la monnaie centrale digitale. Et il faut faire en sorte pour que, il me semble que les systèmes de paiement, qui est la conséquence, si vous voulez, de l'émission de monnaie, parce qu'un système de paiement, il fait quoi? Il vous donne juste les moyens pour pouvoir échanger et les moyens pour accéder à vos avoirs. C'est ça un système de paiement. Donc derrière, aujourd'hui, c'est un sujet, je ne vous cache pas, j'y pense souvent.
J'y pense souvent et je sais qu'on va y arriver. Et ça viendra avec l'évolution naturelle des choses. J'ai vu qu'au niveau de la ZLK, il y a des initiatives déjà qui sont en cours. Mais il faut que les systèmes se parlent pour que demain, quand j'ai un moyen de paiement de lui au mois, je puisse l'utiliser en Afrique centrale sans être obligé de passer par du dollar, de l'euro qui renchérit le coût. Mais finalement, bon, la richesse créée se retrouve excusez-moi. Voilà. Donc, il faut qu'on ait un système qui se parle pour que... Pour moi, l'intégration des systèmes va être la dernière étape du parachèvement de l'intégration monétaire. À côté de ça, de l'intégration, il y a un autre problème que qu'on pense que ça va avoir du plomb dans l'aile. Le taux d'analphabétisme dans nos pays en voie de développement. Permettez-moi modestement, humblement, comme je vous avais dit quand j'étais à la tête du GMIOMOA, j'ai fait le tour des 8 pays, je suis allé en Guinée rencontrer les consommateurs. Il ne faut pas sous-estimer. L'histoire d'analphabétisme là, c'est vous les intellectuels qui ont créé ça. Je m'inscris complètement en faux. Nos parents ne sont pas analphabètes dans leur langue. Ah oui. Ils sont analphabètes en français. On croit que quand ils ne parlent pas le français ou l'anglais ou le portugais. Donc, il revient à nous, les acteurs, d'adopter nos stratégies par rapport aux réalités de nos pays. Ça veut dire quoi? Et c'est la technologie qui peut le faire. Aujourd'hui, vous avez des dispositifs qui vous traduisent instantanément les langues. Ils parlent anglais, ils vous traduisent ça en EV, ils traduisent ça dans d'autres langues. Vous voyez un peu ce que je dis. Et c'est à nous de promouvoir des technologies qui permettent de réduire ce que vous appelez l'analphabétisme. Et vraiment, les dames qui sont dans les marchés, là, ils savent manipuler de l'argent. Et je peux vous dire, ils ne sont pas analphabètes. Et ça, je ne vois pas ça comme un frein majeur au développement des services. Plutôt, il faut travailler sur les technologies, bien entendu, mais il faut travailler aussi sur l'éducation. L'éducation et l'adaptabilité en fait, des technologies aux réalités de nos pays. Et je pense qu'on aurait réglé le problème de l'analphabète. Un autre point, le taux de bancarisation qui est un peu faible, sinon très très faible. Une réelle inclusion pour avoir assez moyens de paiement, vous pensez ça vraiment possible quand je sais que ma maman ou mon papa qui actuellement traîne quelques billets sous son lit quelque part à Gomenglozo ou carrément à Vaughan-Vétier-Domé. On se demande si aujourd'hui on dit d'aller vers ça, ce système-là. Est-ce qu'ils sont prêts? Vous avez raison, vous avez raison. Et les billets, c'est du sud au nord jusqu'à partout là. Il y a des billets. Donc les billets, c'est partout et c'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. Il faut rassurer les gens. Et c'est un travail de longue haleine. Mais je pense qu'aujourd'hui, les initiatives des États, des banques centrales, vous avez entendu parler de la stratégie d'inclusion financière. Il y a d'abord une stratégie régionale et qui est déclinée en stratégie nationale. Moi, je pense qu'il faut travailler de manière structurée et se fixer des KPIs, des objectifs qui nous permettent d'atteindre, disons, le taux de bancarisation le plus élevé. Mais permettez-moi quelques secondes de vous dire qu'il ne faut pas que les notions nous bluffent. Le taux de bancarisation, c'est une notion véritablement ancienne et qui aujourd'hui doit être nuancée. Et d'ailleurs, la Banque centrale a bien compris, on parle maintenant des taux de bancarisation élargis. Et quand vous prenez... juste milieu, mais c'est normal. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui est au niveau des banques? C'est pour payer sa facture d'électricité, payer la scolarité, aller aux pharmacies. Aujourd'hui, le portefeuille électronique fait tout. Facilite tout ça. Donc, la Banque centrale a totalement raison de dire le taux de bancarisation est élargi. Et quand ce taux est élargi, on est quand même autour de 60%. Donc, c'est une bonne chose pour nous. Je pense que les notions s'adaptent et les principes aussi s'adaptent. C'est bien. L'un des grands enjeux de l'heure en lien justement avec les innovations et la technologie, c'est la cybersécurité. Ça vous dit beaucoup, hein? Oui, ça me parle. Ça me parle. Comment doit-on s'y prendre pour arriver à bout à ces multiples risques aujourd'hui? Bon, pour l'expérience que j'ai eue, parce que, bon, vous savez, pour avoir été patron du GMIOMOA pendant 17 ans, c'est des sujets qui reviennent de temps en temps. Au quotidien. Quand je dis au quotidien, c'est d'amont en aval, en fait. D'amont en aval, parce que pour gérer les questions... mais de manière efficace sur les cybersécurités, cyberattaques, il faut déjà que les gens connaissent les règles, le modus operandi.
Parce que c'est comme dans toute chose. Hein. Quand vous avez votre moto, vous savez que vous devez rouler sur la voie et vous avez des axes qui sont tracés pour vous. C'est la même chose, c'est comme une autoroute. La question de sécurité doit être prise à bras le corps. Donc, il faut connaître les normes. Et il se trouve que nous ne sommes pas dans un monde isolé. Comme je l'avais dit au départ, nous sommes dans un monde interconnecté. De ce point de vue, déjà, il faut être informé des normes internationales en la matière. Parce que parfois, les histoires de cyberattaques sont importées. Ah oui. Les gens viennent de l'étranger, s'appuient sur quelques complices pour pouvoir vraiment organiser leur cyberattaque. Donc, ça veut dire connaître les normes. Deuxièmement, c'est tout ce qui est organisation, c'est-à-dire que tout le dispositif de contrôle interne au niveau des institutions. Mais quand je dis institutions, ce n'est pas seulement les banques. Les gens attaquent les hôpitaux. Les gens attaquent. Mais les gens titillent même, les gens attaquent même le cœur de l'État. Ah oui. On a vu aux États-Unis ce qui s'est passé avec les élections. Donc ça veut dire que la problématique aujourd'hui de sécurité, de cybersécurité est une problématique vraiment extrêmement importante à prendre dans le corps. Donc, normes, organisation, formation. Éducation. Organisation, formation. Et éducation, c'est très important. FONI est un exemple. FONI, par exemple, on parlera de ces questions-là. Donc, les gens vont venir écouter pour voir comment contrer cela. Donc, c'est le lieu vraiment d'inviter toutes les banques, tout ça, à venir au FONI pour écouter, pour voir les problématiques de cybersécurité, comment gérer, parce qu'on attaque tout le temps. Et puis après, in fine, c'est qu'il faut, me semble-t-il, assurer une veille, tout le temps, parce que le monde est comme ça. On ne mange pas les mêmes plats tous les jours. Ah oui. Tantôt vous mangez le foufou, tantôt vous mangez l'amandé, des trucs comme ça. Donc c'est comme ça se passe. Donc il faut avoir une veille permanente pour justement faire en sorte pour que ces genres de situations n'arrivent pas. Vous êtes Blaise Arouantchédé. C'est déjà la fin. Peut-être un mot à l'endroit de ceux qui viendront, bien sûr, à ce rendez-vous du 2 au 5 mai prochain. Non, je voudrais vraiment d'abord inviter déjà tous les acteurs, je ne vais pas inviter toutes les populations du Togo, mais tous les acteurs qui sont intéressés par le financement, par l'intermédiation, de venir participer à ce forum. Le numéro est connu et pour venir écouter. C'est une initiative d'Afrique Créance qui va se perpétuer. Et donc c'est le lieu d'inviter aussi tous ces acteurs à venir. Et puis solliciter le soutien que nous avons déjà du gouvernement, du chef de l'État, l'État surtout, parce que je sais que c'est un homme de vision, c'est un leader africain qui croit vraiment à l'Afrique, vraiment pour que ce forum soit soutenu et accompagné, pour que ce soit un succès pour les Africains. Et puis, vous les journalistes, vous êtes la partie pour venir accompagner cet événement. On va vous écouter, maîtriser les termes. Les thèmes, voilà. Oui. Et c'est le lieu aussi de remercier vraiment son Excellence, le Président de la République, pour son soutien, et les membres du gouvernement, déjà pour le FONI, mais également pour Afrique Créance. Et vous remercier de m'avoir fait l'honneur de découvrir cette belle antenne qui est New TV. On est là pour vous. Et je serai toujours ravi d'accompagner de temps en temps. Vraiment le développement de cette institution. Et je vous invite vraiment à être le champion des médias demain. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Merci beaucoup. Vous êtes bien sûr Blaise Arouantchédé, président directeur général de Afrique Créance Holding, qui est à Lomé au Togo. Un rendez-vous qui est bien sûr à quelques jours du 2 au 5 mai prochain, attendu bien sûr à Lomé, dans un hôtel de renom de la place, pour prendre le pouls, bien sûr, de l'actualité dans ce domaine. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre point.